nous ouvre son antenne, comme tous les soirs, pour que vous puissiez nous parler à cœur ouvert de tout ce qui fait votre vie, avec ses joies et ses peines. Ce soir, vous serez accueillis par Assiba et Christopher, sous l'œil bienveillant de Philippe Chartier, qui réalise cette émission. Et comme tous les soirs, eh bien, nous comptons sur vos réactions, nombreuses, nous l'espérons. Vous pouvez bien sûr toujours réagir en direct, venir dialoguer avec nous en appelant le 01 42 32 15 15. Vous pouvez aussi nous écrire sur le site europe1.fr ou nous envoyer un petit texto au 6 11 20 code nuit. 01 42 32 15 15. Je vous attends. Europe 1, Caroline Dublanche. Bonsoir Nadine. Bonsoir Caroline. Bonsoir. Alors vous m'aviez envoyé justement, je ne sais pas si vous m'aviez envoyé un mail ou si vous aviez appelé, en tout cas vous avez une décision à prendre dans votre situation un peu de conjugale. Oui. Puisque suite à une infidélité qui est survenue très rapidement après votre mariage, puisque je crois que c'est au bout de 6 mois de mariage. Oui, nous nous sommes mariés en septembre 2007. Oui. Et après 3 ans de relation, un bébé qui est né 6 mois avant. Oui. Donc voilà, le bonheur, quoi, tout allait bien. Oui. Et nous sommes même partis en voyage de noces début novembre. Oui. Donc, et à ce moment-là, au retour, il me dit que, à la reprise du travail, son patron avait embauché une nouvelle assistante. Et puis bon, et puis ce qui s'est passé un petit peu, c'est que quand il a rencontré cette nouvelle assistante, je lui ai demandé comment elle était, forcément. Et il me dit, c'est un canon. Ah d'accord, c'est rassurant. Ah, c'est rassurant. Oui. Bon, je sais comment il est aussi. Je sais qu'il est. Il aime bien les femmes. Voilà. Oui, voilà. Oui. Bon, remarquez, c'est franc du collier, hein. Il vous dit d'emblée, voilà, elle est canon. Oui, elle est canon. Oui. Bon. Et puis bon, il me dit voilà, mais bon, moi ce que j'ai besoin, c'est d'une assistante. Point barre. Bon. Et puis. Il avait embauché une nouvelle assistante pour votre mari. Non, c'est son patron. Son patron qui avait embauché une nouvelle assistante, oui, voilà. Ah oui, non, mais parce qu'il dit j'ai besoin d'une nouvelle assistante. Je croyais que c'était l'assistante du patron. Non, c'est le patron qui avait embauché pour lui une assistante. D'accord. Et donc, voilà, se passe 2 mois, mais bon, des petites allusions, tiens, pourquoi tu t'habilles pas comme ça? Pourquoi tu mets pas des bottes telle manière? Pourquoi tu mets pas ci? Je trouvais ça un petit peu bizarre. Il voulait vous relooker. Oui, voilà, oui. Il voulait me relooker. Et alors qu'il avait toujours trouvé très bien ma façon de m'habiller. Hein. Oui, vous lui aviez plu comme vous étiez. Oui. Et puis, donc ça c'était en novembre. Et puis, 2 mois plus tard... on va chez des amis à lui et puis il dit à son copain faudrait que tu passes au bureau, j'ai une nouvelle assistante, tu verrais, c'est un canon, tout ça. Bon, là j'ai commencé à me dire ça commence à bien faire, quoi. Oui, je vous comprends. Ça commence à bien faire et puis bon, mais non, il n'y a pas de problème, tout ça, c'est toi que j'aime, enfin bon, voilà. Et puis vraiment, devant ses amis, il leur disait que j'étais la femme de sa vie, enfin voilà. Et puis 15 jours plus tard, je rentre d'une soirée avec des amis, moi, de mon côté, des copines. Oui. Et en rentrant, il m'annonce qu'il me quittait. Comme ça. Et sans explication. Donc ça a été un moment très difficile. Oui, comment, oui. Mais bon, j'ai pas non plus un caractère à me laisser, je dirais, faire. Oui, ça s'entend, on sent que vous avez de la personnalité. Donc donc voilà, et c'était en février, quoi. Et donc je lui ai dit de partir.
Je lui ai dit de partir. S'il me quittait, qu'il partait, quoi. Hein. Qu'il n'y avait pas besoin de réfléchir. Dans ces cas-là, c'était clair. Donc, il est parti. Oui, vous n'avez même pas cherché à savoir pourquoi. Non, non, parce que je suis vraiment tombée des nues, quoi. Je suis vraiment tombée des nues. Donc, forcément, j'ai tout de suite pensé à cette fameuse assistante. Oui. Vous aviez déjà des éléments. Oui, mais bon, il s'en est défendu. Non, etc. Bon, j'ai trouvé ça quand même assez bizarre. Et puis, donc, il est parti. Mais pas définitivement. Il est parti. Voilà, je prends de l'air, j'y prends de l'air, donc il est parti. Et puis bon, forcément, j'ai appris entre-temps qu'il était chez des amis, qu'il était à droite, à gauche, et notamment qu'il était aussi chez cette fameuse assistante. Et puis il est revenu 3 semaines après, comme ça, comme si de rien n'était, mais son comportement avait changé. Hein. Il était devenu froid, distant. Mais il est revenu comment ? Comment il s'est présenté il était chez lui, parce qu'on a une maison en commun. Oui, mais il est revenu comme ça. Comme ça. Sans explication. Non. Il revient chez lui. Voilà, je suis chez moi, donc je reviens chez moi. C'est incroyable. Voilà. Alors ce qu'il y a, c'est que moi, entre-temps, j'ai pas accepté, parce que moi, ça a été un choc énorme. Oui. J'ai pas accepté, donc j'ai contacté un avocat. Oui. Pour faire une demande de séparation. Oui, non, mais vous, c'était votre façon à vous, de réagir, de ne pas vous effondrer, de tout de suite être dans l'action. Je me suis effondrée quand même dans un premier temps, mais vous aviez besoin d'être dans l'action, de pouvoir finalement ne pas être passive et de pouvoir prendre les choses en main. Voilà, exactement. Et il est revenu, et puis pendant 2-3 mois, ça a été une succession de je ne veux pas te quitter, je t'aime, avec des pleurs. Et puis donc moi l'amour a toujours été là, hein. Je m'étais pas mariée quand même 6 mois avant pour en arriver là 6 mois après, hein. Évidemment. Et donc je me suis dit bon, et puis 2 jours après c'était indifférence totale, c'était j'existais plus, c'était de la froideur, c'était des paroles méchantes. Et comme ça pendant 3 mois, jusqu'à ce qu'on soit tous les deux convoqués au tribunal pour la séparation. Oui. Donc là, on a été convoqués. Donc là, il l'a mal pris. Il voulait pas qu'on se sépare. Enfin bon, ça a été vraiment très. C'était Dr Jekyll and Mr Hyde. C'était tout d'un coup, je t'aime, et puis 3 jours après, c'était distant. C'est très pénible, ça. Hein. Très pénible. Et je n'avais toujours pas le fin mot de l'histoire. Je ne savais pas vraiment. Il n'est pas revenu en vous disant. Non, rien. Non, il me disait que ça n'avait rien à voir, que. C'est très inquiétant comme comportement. Alors finalement. Oui. Mais bon, je voulais avoir le cœur net. Je voulais savoir où j'allais. Et donc moi j'ai une amie qui habite pas très loin de cette fameuse assistante. Oui. Et un soir je l'ai envoyé voir si sa voiture y était. Et sa voiture était en bas de chez elle. D'accord. Et donc je lui ai envoyé un texto. Il m'a répondu que en effet ils avaient une histoire, mais que c'était fini, qu'elle ne voulait pas de lui. D'accord. Voilà. Donc c'est fini parce qu'elle ne voulait pas de lui. Voilà. Donc en fait, moi, ce que j'ai compris. Pas très rassurant, oui. Moi, en fait, ce que j'ai compris, c'est que il est revenu à la maison parce que je pense que cette histoire lui a fait peur à elle parce que ça allait un petit peu trop vite. Oui. Et que il voulait quand même pas perdre tout ce qu'on avait construit, une maison, un bébé. Enfin, on était heureux, quoi, jusqu'à cette histoire. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que de temps en temps, elle le reprenait, et puis après ça recassait. Donc en fait, ses humeurs étaient liées à ça. Quand tout allait bien entre nous, quand il revenait, me suppliait, c'est parce qu'en fait, elle lui disait qu'elle voulait plus de lui. Et quand ça remarchait à nouveau, il était à nouveau distant avec moi. Oui, d'accord, oui. Donc quand j'ai compris ça, parce que c'est à ce moment-là que j'ai compris ça, donc c'est quand même 3 mois après, quoi. Hein. Oui. Quand j'ai compris ça, moi, ça a été terminé, quoi. Je me suis dit, là, j'avais entamé cette procédure, maintenant je vais jusqu'au bout.
Donc, il y a eu séparation, il a été obligé de quitter la maison en octobre Oui. de cette année. Oui. Il voulait pas partir parce que entre-temps, c'était bel et bien terminé avec cette femme-là. Elle ne voulait pas de lui, définitivement. Donc, il ne voulait pas partir, mais là, il y avait un jugement, donc il était obligé de partir. Et depuis, il me montre que c'est moi qui l'aime, qu'il veut revenir, qu'il regrette, qu'il a fait une bêtise, des conneries, et que faut qu'on reparte à zéro, que il faut que voilà quoi, il veut qu'on recommence en fait, il veut qu'on recommence tout quoi. Hein. Et vous quoi, alors moi le problème voilà c'est je sais pas, je suis perdue. C'est pas une question d'amour parce que je pense que les sentiments sont toujours là, différents. Oui. Mais j'ai été énormément blessée. Oui. Et surtout ce que c'est que bon. Ça aurait été peut-être au bout, enfin je dis ça, j'ai pas vécu non plus 15 ans de mariage avec lui, mais j'ai autour de moi des amis, ça peut arriver au bout de 15 ans, une lassitude, on est moins heureux, mais là ça faisait 6 mois de mariage, on était heureux, tout se passait bien, et en fait il y avait pas de tension particulière, donc là moi au-delà des sentiments, ça m'a révélé un personnage aussi. Oui. Je me suis dit, mais si il peut comme ça, au bout de 6 mois, tout casser en 15 jours, parce que c'est ce qui s'est passé, en 15 jours... c'est ce que je trouve préoccupant, oui. Je me suis dit, mais pour moi, ça a été le reflet d'une personnalité, au-delà de cette tromperie. Au-delà de cette tromperie, ça a été le reflet d'une personnalité, et qui aujourd'hui me fait peur. Mais je vous suis dans votre raisonnement parce que ça peut arriver une infidélité, mais je trouve qu'il vous a vraiment pas ménagé dans cette histoire. Ouais. La façon, il y a le fond et la forme. Voilà. Et je trouve qu'il n'a vraiment pas mis les formes et qu'il a réagi. Je sais pas quel âge il a cet homme. 44 ans. D'accord. Je trouve que il s'est comporté, il s'est mal comporté vis-à-vis de vous. Oui, mais au-delà de son infidélité, vous voyez, je parle même pas. Je trouve dans la façon qu'il a eu de faire, d'arriver comme ça, de vous annoncer qu'il vous quitte. Il part, il revient 3 mois après, mais sans vous donner d'explication, en disant. Voilà, en reconnaissant les faits, j'ai fait une erreur à ce moment-là. C'était encore rattrapable de dire j'ai fait une énorme bêtise. J'ai eu un coup de folie. J'ai désiré cette fille. En fait, j'ai cru que c'était de l'amour. Je me suis complètement trompée. Et c'est toi que j'aime. Et bon. Mais il est revenu en comme vous dites, où il alternait des moments de froideur et des moments où il pouvait être blessant, avec des moments où il était vraiment là, présent pour vous, et où vous avez du coup analysé que il continuait à voir cette femme, et que c'était en fonction d'elle finalement. Puis quand il vous dit c'est fini, mais c'est fini parce qu'elle ne voulait pas de lui. Donc comment il se positionne lui, voyez. Donc c'est là où je trouve qu'il s'est pas bien comporté vis-à-vis de vous. Et je trouve ça préoccupant. Alors c'est vrai que maintenant, oui, il réalise, parce qu'il réalise qu'il est en train de tout perdre. Au fond. Il a tout perdu même. Voilà. Il a perdu non seulement la personne, enfin voilà, et puis nous surtout, moi, oui. Oui. Et donc quelque part sa réaction, je dirais maintenant avec le recul. Oui. Maintenant, alors je me suis dit aussi, moi, bon, on était dans les 3 ans, ces fameux 3 ans où on vit cet amour un petit peu passion, où on se rend pas forcément compte de l'autre tel qu'il est. Voilà, on vit cet amour passion, et quelque part ce qui m'a fait, je dirais, m'a révélé le personnage. Alors je me dis, avec tous ces travers, donc là on n'est plus dans cet amour-passion, on est dans un amour réaliste, hein, c'est-à-dire voilà, c'est lui qui apparaît avec ses défauts. Avec le recul, je suis pas plus étonnée que ça, malheureusement, de la réaction. C'est quelqu'un qui est dans l'extrême, c'est-à-dire quelqu'un qui est très
qui en effet peut, en 15 jours... qui est excessif. Voilà, excessif. Ouais. Voilà, c'est le mot. Excessif, qui est excessif à tous les points de vue, mais qui peut être aussi bien excessif avec moi. Là, c'est depuis qu'il est parti, il appelle tous les jours pour avoir des nouvelles, il est présent, vraiment... je veux dire, tel que n'importe quelle femme rêverait à oui, il vous refait une cour effrénée. Ah oui, voilà, exactement. Voilà, exactement. Mais dans les mêmes excès qu'il m'a quitté. Oui, mais là aussi, il y a quelque chose d'excessif. Au lieu de dire, bon, il s'agit pas qu'il s'auto-flagelle en permanence. C'est pas qu'il revienne sans arrêt sur son infidélité, parce que c'est pas tant. Il y a évidemment ça, puisque c'est l'élément déclencheur, mais c'est tout ce qui s'est passé par la suite où on se demande finalement, on peut se demander si cette femme finalement avait voulu de lui, qu'est-ce qui se serait passé. Enfin, tout ça, c'est alors, il y a des choses qui sont pas claires. Il me dit que on peut pas présumer de l'avenir, que moi. Oui, mais voilà, d'accord, mais enfin. Ça aurait pu, mais c'est pas que voilà. Oui, mais enfin, un homme qui est capable, alors que vous venez de vous marier, comme vous dites, c'est quand même vous venez de vous marier. On se marie pas généralement pour se séparer 6 mois ou 1 an après. Bon, vous avez un bébé et en 15 jours, il est capable de tout plaquer. Ouais. C'est quand même très angoissant, je trouve. C'est ça. De construire. C'est ça, c'est plus. Alors j'entends qu'il y a encore des sentiments pour lui, mais que construire avec quelqu'un comme ça? C'est ça. C'est finalement pendant 3 ans, tant que vous ne construisiez pas, ça allait. Au moment où vous avez voulu construire quelque chose, c'est là où tout a dérapé. Est-ce que c'est quelqu'un? Vous voyez, parfois, il peut y avoir de l'amour. C'est ce que je dis souvent. Il peut y avoir de l'amour entre 2 êtres, mais ces 2 personnes ne vont pas arriver à construire ensemble. Ça peut être assez fréquent. L'amour ne suffit pas parfois à construire. Mais je vous propose qu'on accueille Thierry qui a écouté votre histoire attentivement et qui est avec nous au 01 42 32 15 15, qui avait envie de vous parler. Bonsoir Thierry. Bonsoir Caroline. Je ne sais pas si vous vous rappelez de moi. Je suis un auditeur non-voyant de la Haute-Garonne et un soir je vous avais fait bien rire à propos d'une personne qui s'appelait Michel, qui fréquentait un monsieur qui avait 74 ans et qui n'était pas stable du tout. Alors, oui, mais je me souviens de vous. Je sais que vous êtes un très fidèle auditeur, Thierry. Voilà. Alors ce soir, vous intervenez à partir de pour Nadine, qui vous écoute. Moi, ce que je voulais dire à Nadine, ne lui donnez pas votre chance, parce qu'à mon avis, c'est un instable. C'est un instable et un comédien. Bon, vous savez, je vais vous dire, très honnêtement, quand vous disiez qu'il y avait 15 ans de mariage, que ça pouvait arriver au bout de 15 ans, moi j'ai ma tati à moi, une de mes tatis, qui a eu 5 enfants, dont une fille handicapée, et c'est arrivé au bout de 44 ans. Avec 10 ans de relation 12 ans de relation cachée, alors qu'elle ne savait rien. Et ben, je peux vous dire que quand vous arrivez, je parle de ma tati, quand vous arrivez à 61 ans, et que vous faites larguer comme ça, que vous avez tout construit, ça fait un sacré choc. Donc moi, je crois que, à mon avis, il est pas stable du tout, et c'est le coup du va-t'en revient, et surtout qu'il peut, moi ce qui me fait très peur, c'est surtout qu'il peut recommencer. C'est ça. Alors, moi, je sais pas, vous ferez ce que vous voudrez, mais très modestement, mais je le dis, je pense que vous ne devriez pas y donner sa chance, parce que j'aurais peur, je vous le dis honnêtement, j'aurais peur qu'il recommence à nouveau et que vous vous effondriez, que vous soyez malheureuse à nouveau. Vous méritez mieux que ça. Mais quelque part, ça m'a donné de la force aussi. Oui, on vous sent, c'est ce que je trouve positif, c'est qu'on ne vous sent pas abattu. Non. Oui, mais à vous donner de la force, si ça continue, Nadine, vous allez vous user. Quelque part. À mon avis. Enfin, bon, je sais pas si je raison, mais moi, je sais que... Ouais. Bon, en tout cas, vous êtes un peu pessimiste, Thierry. Mais en tout cas, je vous remercie de ce point de vue. Moi, ce que vous aviez dit, je crois, hors antenne, que cet homme, c'était son 3e mariage de son côté. Oui, c'est ça, oui. Oui. Il a, semble-t-il, le couple pour lui, c'est un peu compliqué. Ah oui. Ouais. Là, ça me fait penser au coup d'un truc que j'avais écouté qui s'appelait un conte musical que j'avais écouté qui s'appelait L'apprenti sorcier, là. Ah bon?
Je reçois d'ailleurs SMS avant que je dise ça de gens qui disent le mariage lui fait peur de perdre sa liberté, il veut peut-être jouer les Don Juan volage. Peut-être que finalement il a envie de se marier, mais qu'après il arrive pas. C'est inconscient parce que c'est oui, c'est possible. Il est sincère. Honnêtement, je suis sûre qu'il est sincère dans tout ce qu'il dit. Mais il est sincère. Certainement, sinon il se marierait pas. Il se marierait pas certainement. Oui, et puis il est sincère sur le moment. Il a du mal à rester fidèle à une femme qui plus est mère de ses enfants. Oui, ça doit pas être simple. Il n'est pas stable du tout. C'est sûr, pas possible. Ça paraît pas comme un signe de stabilité. Alors il y a Nadia aussi, j'ai des messages qui arrivent qui vont un peu dans votre sens. Thierry qui dit, Nadia dit, je pense que même si vous lui donnez une autre chance, la confiance ne sera plus là et vous risquez de douter de lui. Non, mais c'est surtout excusez-moi de vous couper, je m'en excuse Caroline, mais c'est surtout qu'il risque de recommencer. Quand on est à 3 mariages, c'est qu'il y a un problème quelque part quand même. Je sais pas. Ça dépend. La vie est longue parfois. Et puis il y a des 3 mariages, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui ont finalement qui ont des relations plusieurs. Ça peut être. Il aurait pu avoir 3 relations et ne pas se marier. Lui, il se marie à chaque fois. Ça veut dire ça. C'est qu'il a envie d'y croire. Il a envie. Bon. Oui, parce qu'il est sincère. Il est extrême. C'est ça. Voilà. C'est ça. C'est qu'il a envie d'y croire. Vous voyez. Il aurait eu 3 relations, on n'aurait pas cette réaction-là. Alors il y a Juliette qui dit peut-être qu'il faudrait que vous fassiez une pause tous les deux et faire le point. Ne vous faites pas mener en bateau et suivez votre instinct. Il y a Sylvie Delan, si cette femme l'avait gardé, il ne serait peut-être pas revenu, alors il peut recommencer. Il y a Jérôme qui dit vous ne devriez pas lui faire confiance, il sera infidèle à nouveau dès qu'il verra une autre femme. Oui, mais voilà, à mon avis. Ou alors en tout cas, c'est-à-dire que je pense vraiment si... vous deviez, si vos sentiments vous portez, vous vous rendez compte que vous avez encore trop de sentiments pour lui, je pense que vous devriez en parler quand même, voir lui imposer de voir un thérapeute de couple, qu'il y ait des choses mises au clair avant de reprendre avec lui. Mais de toute façon, ce que je pensais autrement, c'était de toute façon revivre ensemble. Pour l'instant, c'est hors de question parce que je suis pas prête et puis. Oui, non, je suis pas prête. Ou ce que je me disais, c'était peut-être se revoir, mais d'une manière plus indépendante, enfin plus, je dirais presque chacun chez soi, quoi. Un peu sans partager forcément un quotidien. Oui. Je crois pas que ça soit. Oui, vous pensez que c'est pas un homme du quotidien finalement. Mais il le veut en plus, mais si, parce qu'il est très contradictoire. Il le veut au quotidien, mais semble-t-il, son expérience montre que il a du mal avec ça. Oui, il a du mal avec une femme. Oui, puis moi quelque part, il peut être sincère, mais dans les faits, il aimerait pouvoir être comme ça, l'homme d'une seule femme, et d'ailleurs c'est certainement pour ça qu'il épouse à chaque fois. Mais dans les faits, il y a quelque chose qui, malgré lui, fait qu'il ne peut pas s'y tenir. C'est ambivalent quelque part parce qu'on dit qu'il veut tout et le contraire de tout. Bah oui. Bah oui. C'est bizarre, ouais. Oui. C'est vraiment, il y a un problème. Alors le sachant, peut-être que vous avez raison, Nadine. C'est un homme dont il vaut mieux être la maîtresse que l'épouse. Donc peut-être que ça peut être un compromis. Enfin la maîtresse, vous voyez, tout en étant l'épouse, mais non, mais la maîtresse, c'est-à-dire que la solution à laquelle vous pensez être dans un compromis, de pas forcément être, voyez, de chacun chez soi, de maintenir finalement son désir. Voilà, c'est toujours ça. En alerte, voilà. C'est un petit peu ça. Parce que j'ai l'impression qu'à partir du moment où on entre dans une relation avec lui stable, c'est-à-dire qui n'est plus dans cette passion amoureuse, eh bien ça le lasse. Oui, moi je pense. Oui, je suis assez d'accord avec votre analyse. Il est en perpétuelle recherche de cette excitation un petit peu quelque part. Je pense que c'est quelqu'un qui a très peur de perdre son désir, certainement. Oui, je crois. Oui, c'est ça. Oui, je pense. Oui. En plus, en plus l'âge 44, je crois. Ce il commence à se dire. Et oui. Et je crois qu'il est dans cette recherche perpétuelle de ce côté passionnel. Et à partir du moment où on rentre, parce que l'amour-passion, ça dure pas, enfin je veux dire, des années. Enfin après on rentre sans rentrer dans une routine qui est ennuyeuse, mais on rentre quand même dans certaines habitudes. Et je crois qu'à partir de ce moment-là, c'est là où ça commence à plus aller, quoi. J'ai l'impression parce que c'est un petit peu ce qui s'est passé avec ces autres. Et moi, je me disais que
parce que c'est quelqu'un à côté de ça qui est très agréable, qui dit ses sentiments, qui dit ses émotions, qui s'engage. Je veux dire, même aujourd'hui, c'est pas évident, hein, parce que bon, d'accord, c'est son 3e mariage, mais je veux dire, moi, je l'ai rencontré, j'avais quand même 37 ans. Je veux dire, quelqu'un, il avait déjà des enfants, moi j'en avais pas. Je veux dire, aujourd'hui, par rapport à mon expérience, mes amis autour de moi, quelqu'un qui s'engage, qui est responsable, qui est prêt à avoir un autre enfant, qui te demande en mariage. Je veux dire, c'est assez enthousiasmant dans la vie quand même. Bien sûr. Non, mais on vous sent. Moi, ce que je trouve positif, mais il faut voir les actes aussi. Ce que je trouve très très positif, c'est que on vous sent très forte. Hein, vous, on vous sent pas accablée, Nadine. On vous sent finalement tout à fait à même de gérer les choses. Donc bon, faites confiance à votre instinct, je pense. Effectivement. Caroline, voilà, on va conclure. Je voudrais demander quelque chose. Une petite chose pour conclure. Thierry. Pardon. Une petite chose pour conclure, parce qu'on a beaucoup d'autres appels. Simplement, est-ce que si le problème est là, est-ce que vous pourriez pas l'obliger, vous, parce que c'est une histoire de groupe, à aller voir un thérapeute et à dire voilà, on met carte sur table et on voit ce qui se passe, tu t'expliques. Mais on discute beaucoup déjà nous-mêmes, hein, entre nous. Mais bon, je vais suivre mon instinct, Caroline, comme vous me conseillez, et je pense que on peut peut-être se revoir, mais d'une manière différente. Je pense qu'on peut pas repartir comme avant. Il faut que s'il y a une autre histoire à construire, il faut que ça soit une autre histoire, quoi. Mais pas reprendre là où on s'est arrêté. Alors par rapport à aux dernières paroles que vous avez dit sur la sincérité, il y a Inès qui dit: un amant m'a dit un jour j'étais sincère, mais j'ai changé de sincérité. C'est pas mal. Il y a Luce qui dit: recherche perpétuelle de la passion, oui, et revient sans doute vers un port que vous pouvez être, mais il faut accepter. Et puis il y a le subversif qui dit: le quotidien ennuie ce conquérant, glorieux ou pas, confondant amour et passion, on doit lui échapper un peu pour qu'il vous veuille toujours. J'ai l'impression. Lui, il faut qu'il rentre à l'Académie française, là. Non, j'ai l'impression, oui. Je retiendrai le dernier message, là. Voilà. Merci beaucoup, Caroline. Merci, Nadine, de votre appel, et merci à vous, Thierry, aussi, de votre fidélité. Au revoir. Merci. Pour faire toutes vos confidences à Caroline Dublanche, appelez dès maintenant le 01 42 32 15 15. Bonsoir Valérie. Caroline. Bonsoir. Donc, je vous remercie déjà d'avoir pris mon appel. Mais je vous en prie. Alors moi, je vous appelle au sujet de mon fils, Arthur, âgé de 11 ans. Oui. Et donc il a fait une bêtise et je sais pas comment me positionner par rapport à son ânerie, quoi, entre guillemets. Donc ça s'est passé dimanche, on avait décidé, son père, sa petite sœur et moi, de partir en promenade, et puis donc Arthur a pas voulu venir. Bon, j'estime qu'à 11 ans il est capable de rester à la maison. Oui. Et donc il nous demande s'il peut jouer à l'ordinateur. Par contre, on lui dit non parce qu'on a estimé qu'il avait assez joué le matin. Et on part tous les trois, donc Arthur reste à la maison, et puis tout se passe bien apparemment, enfin j'ai pas senti de colère entre guillemets de sa part. Et puis le soir, donc alors qu'on avait décidé de regarder un film tous les quatre, je m'aperçois que la télévision a été rayée, qu'il y a 4 grandes rayures sur la télévision. Donc j'appelle Arthur et je lui demande ce qui s'est passé. Oui. Il me dit que non, il sait pas. Donc j'insiste un peu parce que sachant qu'il était tout seul l'après-midi, je ne voyais pas qui avait pu être l'auteur de ces rayures. Et puis il finit par m'avouer que de colère, il s'est acharné sur la télévision avec une lame de cutter. Et donc j'ai supposé que c'était le refus de son papa, qu'il n'ait pas pu utiliser l'ordinateur. Et donc il m'a expliqué qu'en cherchant son chargeur de DS dans le tiroir, il s'était coupé, que sa colère avait augmenté, et puis que d'où l'idée d'abîmer le téléviseur, quoi. Et honnêtement, c'est un geste qui m'ennuie. Je trouve ce geste violent. L'idée de la lame de cutter, il aurait pu se blesser ou involontairement ou pas, quoi.
Et puis c'est pas lui qui l'a blessé. Bon, il s'est blessé. Il s'est blessé, c'est-à-dire il cherchait un chargeur et il s'est blessé. Oui, bon, il y avait un cutter à côté, c'est ça? Oui, enfin bon, il me dit avoir confondu la petite boîte de lame de cutter avec une boîte de mine de crayon. Mais bon, j'ai regardé. C'est possible ça. Il s'est pas coupé. Non, mais il y a rien eu. Mais il a vraiment. Non, il s'est pas blessé. Mais il a vraiment abîmé moi, c'est le geste qui me gêne. Il a rayé le téléviseur avec les lames, quoi. Oui. Mais et vous lui avez demandé qu'est-ce qu'il a mis autant en colère? Après quoi était-il en colère comme ça? Qu'est-ce qu'il a mis autant en colère? Parce que quand vous êtes parti, vous n'aviez pas le sentiment qu'il était en colère, en apparence. Absolument pas. En apparence, il n'a pas crié ou en disant vous êtes nul, si je peux pas me servir de mon ordinateur. Il n'a pas manifesté sa colère. Il a râlé. Il a râlé. Oui, il a râlé, mais je peux pas dire que c'était une franche colère qui m'aurait inquiétée, quoi. On va dire, c'était pas non. Oui. J'ai pas ressenti. Je suis partie complètement sereine, quoi. Enfin, franchement, je me suis même pas posé de questions. D'accord. Quoi. Alors, ça serait intéressant de lui demander qu'est-ce qu'il a mis, qu'est-ce qui a provoqué cette colère. Ben moi, je crois que c'est le refus de. Oui, mais vous croyez, Valérie. Moi, ce qui m'intéresserait, c'est qu'est-ce qu'il en dit lui. Ben, je vous avoue que sur le coup, j'ai pas demandé. Vous n'avez pas demandé? Non, parce que moi, ça m'avait tellement. Oui, je sais. J'ai votre mail sous les yeux, donc j'ai votre mail sous les yeux et je vois que vous êtes estomaqué. C'est le mot que vous avez utilisé au point que. Mais bon, je vous laisse continuer. Donc alors vous découvrez ça. Et moi, j'ai pas pu. Alors, je suis restée assez interdite et j'ai appelé son papa en lui disant voilà ce qu'il a fait. Et la sanction, ça a été que il a pas pu regarder la télévision avec nous, le film. Oui, ça c'est le moins. Il s'est fait disputer, il est allé au lit. C'est la moindre des choses, oui. Il a pleuré. Là, il a été. Il a dit avoir été. Il se sentait mal d'avoir fait ça. Oui. Et puis voilà. Alors moi j'ai cherché. Ça me gêne. Je veux dire, je peux pas en rester là, quoi. Enfin, je sais pas. Qu'est-ce qui vous gêne? Mais je trouve que la faute est trop grave. Enfin, c'est qu'un téléviseur, comme je vous l'expliquais, c'est le sien. C'est le sien en plus, oui, c'est ça. Mais c'est intéressant. Moi, je sais pas, je me dis c'est violent comme geste, quoi. Parce qu'il y a eu un cutter. Ouais, voilà, c'est ça qui me gêne en fait. C'est ça, qui vous gêne le plus. Enfin, non, pas le retourner contre lui, mais non, il a pas. C'est cette idée rien que le fait de l'imaginer rayant la télévision. Ça aurait pu être le mur, mais l'imaginer. Ça aurait pu être le mur, oui. Oui, ça aurait pu. Il aurait pu taguer le mur, il aurait pu. Oui, mais enfin, ce geste, je sais pas. Moi, ça me gêne. Et je me dis que je voudrais. C'est pas que je veux le punir, mais j'aimerais lui faire comprendre que ça se fait pas, quoi. C'est pas quelque chose. Évidemment. Non, mais ça, évidemment. Vous voyez C'est évident, et d'ailleurs c'est normal qu'il ait. La punition, ça a été quoi, donc de le mettre au lit? Eh ben en fait voilà, il s'est couché, il a pas passé la soirée avec nous. Bon, sachant que sa petite sœur a 4 ans, je pense qu'il a été aussi un petit peu frustré de pas rester avec nous. Elle est plus petite, donc bon, ça a été ça, je pense. Mais, oui. Je sais pas. Votre mari lui dit que l'affaire est close et pour vous non, c'est pas suffisant. Il l'a disputé, il lui a dit écoute, puisque c'est comme ça, tu files au lit, tu restes pas avec nous. Mais je sais pas, moi Alors sa télévision, elle avait été offerte par sa tante pour ses 8 ans, c'est ça? Oui, tout à fait. Donc on n'est pas Et alors en fait, elle est dans le salon? Oui. Elle lui a été offerte, mais c'est la télévision familiale. Quelque part, oui. Bon, d'accord. Oui, c'est pas non, elle est pas dans sa chambre, D'accord. Tout le monde y a accès et puis bon. Mais il sait que ça lui a été offert à lui et par sa tante. Tout à fait. Vous lui avez demandé pourquoi il s'en était pris à la télévision en particulier? Non, j'ai pas posé la question. Oui, ça serait intéressant aussi. Elle se trouve juste au-dessus du tiroir dans lequel il a fouillé. D'accord, donc c'est peut-être. De cause à effet. Oui, mais tout ça, ça serait intéressant de lui demander. Pourquoi il s'en est pris? Mais alors déjà, lui demander justement maintenant à tête reposée, dire écoute Arthur, j'aimerais quand même revenir, mais calmement sur ce qui s'est passé. Qu'est-ce qui a pu te mettre dans une telle colère pour que tu aies fait ça, parce que ça m'interroge quand même. Donc qu'est-ce qui fait que tu étais tellement en colère à ce moment-là, qu'il puisse lui donner des explications. Lui donnez pas des explications à sa place. Voilà. Lui demander pourquoi il s'en est pris à la télévision.
peut-être que c'est aussi basique que ce que vous dites. Hein. C'est parce que voilà, il était à ce moment-là dans ses pulsions et que en voulant chercher un truc, il est tombé sur ses lames du cutter. Les lames du cutter, hop, la télévision était au-dessus. Et voilà, il y a visiblement une difficulté chez lui à gérer la frustration. C'est ce que j'ai ressenti. Hein. Je me suis dit, c'est ce que je vous explique un petit peu. Je me dis, s'il gère pas une frustration telle que celle-ci, comment il fera plus tard, quoi. Oui, il a 11 ans encore, hein. C'est pas, voilà, il a 11 ans. Vous voyez, je reçois un message du subversif qui dit un geste de colère isolé n'est pas non plus à condamner à l'enfer du bagne. En tant qu'il rompt avec son ordinaire, il doit pourtant être parlé. C'est ça, c'est-à-dire il faut pouvoir mettre des mots là-dessus. Alors, il y a Luce qui dit quel genre d'éducation posez-vous, stricte ou plutôt laxiste? A-t-il l'occasion de contenir souvent sa frustration? Je me qualifierais pas, de strict. Ni de laxiste non plus. Je veux dire qu'on a il y a des règles, quoi. Mais il a accès à l'ordinateur. On surveille à la DS aussi, hein. On surveille qu'il l'utilise pas en excès, qu'il soit pas constamment branché sur. Non, je pense pas. Il pratique un sport sport à l'extérieur, donc il n'est pas constamment avec nous non plus. Non, j'espère trouver le juste milieu, quoi. Est-ce que vous avez le sentiment que il a un peu de mal à gérer les frustrations? Est-ce que quand il est confronté comme ça à quelque chose qui le frustre, il réagit de façon excessive? Oui, quelquefois. Oui. Il est assez entier entre guillemets, quoi. C'est un enfant qui a été détecté précoce, hein? Oui. Oui. Il est en 6e. Voilà. Vous dites qu'il vit bien cette avance. Tout à fait. Voilà. Il n'y a pas eu pas de souci particulier. Oui. J'avais peur que du fait qu'il soit avec des élèves un petit peu plus âgés, mais on n'a pas ressenti ça. Au contraire, en 6e, il nous a dit qu'il était vraiment dans son élément, que le système lui plaisait plus que le primaire. Mais alors souvent il y a un décalage entre la capacité intellectuelle donc des enfants et puis leur développement affectif, où effectivement sur le plan intellectuel ils peuvent être précoces mais pas sur le développement psycho-affectif. Donc il peut être effectivement il est précoce intellectuellement, mais encore sur le plan psycho-affectif avoir un peu de mal, et peut-être que il est très en avance sur ce plan-là. On lui en demande peut-être beaucoup, le considérant comme précoce sur le plan intellectuellement, peut-être un peu grand par rapport à certaines choses, alors que il réagit encore comme un petit par rapport à d'autres. Là, effectivement, il réagit dans un accès de colère comme un petit enfant. Comme un enfant. Ah oui, comme un enfant qui casserait son jouet. Oui, voilà. Oui. Qui cache son jouet. Effectivement, j'ai remarqué, c'est un objet qui lui appartient. Il s'en est pas pris à. Vous voyez, c'est son téléviseur, quoi. Donc, mais oui, c'est pour ça, il casse son jouet. Qu'est-ce que je laisse cette histoire passer comme ça, et puis. Non, je crois pas qu'il faut. C'est-à-dire que c'est important de. Est-ce que la punition est suffisante? On l'a sanctionné, on l'a. Oui, moi je crois. Hein. Il file au lit, point barre, et puis est-ce que je laisse. Non, mais je crois que ce qui est important, c'est d'en parler avec lui en disant, et effectivement de dire que il aurait pu se blesser. Il aurait pu se faire du mal, et que c'est ça qui vous préoccupe. C'est-à-dire que vous revenez là-dessus, pas pour revenir et être là, enfoncer le clou, la culpabilité, c'est pas bien ce que t'as fait, dire déjà, lui faire remarquer, dire tu sais, ce téléviseur c'est ta tante qui te l'avait offert et tout. Finalement, c'est toi aussi que tu pénalises dans cette histoire. Tu t'en es pris à quelque chose qui t'avait été offert. Mais dire moi, ce qui nous ennuie plus, ton père et moi, c'est que tu aurais pu te faire du mal. Et cerner pourquoi il s'est mis en colère. Voilà, lui demander et dire mais voyez, sans être là du tout dans un ton accusateur et tout, dire vraiment Arthur, j'aimerais comprendre là maintenant qu'est-ce qui t'a mis dans un tel état de colère, et dire tu sais, la colère ça peut, maintenant tu es quand même tu as 11 ans, dire quand on est à l'âge de ta sœur, il faut dire quand on est petit comme ça, on peut dire la colère, dire ça peut nous arriver à tous, même les grandes personnes, on a des moments de colère. Vous pouvez lui dire, parce qu'ils se sentent pas humiliés non plus de ça. Vous voyez, le soir il a pleuré, il a dû se sentir aussi très humilié finalement. Dire ça peut nous arriver aussi. Il y a des grandes personnes, parce que ils sont pas fous les enfants.
enfants, ils voient bien des grands, même ne serait-ce que regarder le comportement des gens en voiture, qui se mettent à insulter, à crier, à klaxonner. On leur donne pas des exemples parfois folichons aux enfants. Tout à fait. Ouais, l'autoriser à se mettre en colère. Enfin... Voilà, donc dire voilà, il faut pas lui dire que la colère c'est quelque chose d'hyper négatif et qu'on n'a pas le droit d'être en colère, mais que la colère, ça peut aussi se dire avec des mots. Qui peut, voyez que là, en l'occurrence, taper comme ça ou rayer ce qu'il a fait, c'est pas tellement productif. Dire tu as le droit d'être en colère, tu as le droit de pas être content, c'est-à-dire que vous ne lui interdisez pas d'être en colère et de l'exprimer, mais dire la colère, ça s'exprime. L'exprimer différemment. Voilà, qui peut la dire et l'exprimer. Dire tu as le droit d'être en colère et de pas être content. Voilà, ça nous arrive à tous. Et vous pouvez lui donner des exemples. Parfois, je suis en colère après ton papa. Parfois, je suis en colère après mon patron. Parfois, je suis en colère après mamie ou après une amie ou après, vous voyez ? Donnez-lui des exemples qui se sentent pas le seul, genre petit garçon méchant qui a fait une énorme bêtise. Voilà, vous lui donnez des exemples. Bon, mais il est pas coutumier du fait non plus. Voilà, donc c'est ça, c'est ce que j'ai votre mail sous les yeux. Vous m'auriez donné des tas d'exemples et des choses préoccupantes. Bon, j'aurais dit tenu pris dans un contexte. Là, ça semble être un cas isolé, un exemple, un acte isolé. Donc c'est pour ça que je pense qu'il n'y a pas lieu d'en faire. Vous voyez, plus. Ça peut arriver. Et ça mérite de parler de tout ça autour de la colère et de dire c'est une émotion comme une autre, mais on peut la dire, on peut l'exprimer, dire je suis pas content, je suis en colère, je vous en veux. On peut l'exprimer, on peut la dessiner, on peut voyez, on peut, mais en tout cas pas comme ça et en lui disant. Parce que ton père et moi, tu sais, quand on a vu ça, on s'est dit aussi, Arthur, tu aurais pu te faire très mal avec un cutter, on peut se blesser. On a eu peur pour toi aussi. C'est ce qu'il faut lui dire. Une seule chose aussi que je voulais vous préciser, ce qui m'a un peu gênée, c'est que le lendemain, c'est comme s'il ne s'était rien passé. Alors autant moi j'ai été... De sa part ? Oui, tout à fait, de sa part. Bah oui, vous imaginez bien. Vous imaginez bien, Valérie, lui, il avait tout intérêt à faire comme si de rien s'était passé. Il n'allait pas, effectivement, il valait mieux pour lui faire comme si, genre, oui, vous avez tout oublié. Il n'allait pas dire, ah oui, vous vous souvenez bien, au fait de ce que j'ai fait hier, vous m'en parlez plus, mais je vais peut-être en reparler, moi. J'ai peut-être accordé trop d'importance à... Vous avez eu peur, je crois, surtout. Vous avez eu peur, voilà. Mon habitude, je suis réactive. Enfin, je lui dis, attends, non, tu fais ou tu fais pas ça. Oui. Donc, j'admets ou j'admets pas. Oui. Mais là, ça vous a fait peur. Que le regarder bêtement, une main sur la bouche. Et non, là, j'ai au secours, mon mari vient. J'ai vraiment pas pu réagir, quoi. Il y a Cyrano qui dit c'est pas mal le message qu'il envoie aussi sans soin. Il dit vous avez voulu le priver d'ordi, et lui il vous a privé de télé. Oui, c'est un peu pour un rendu, peut-être. Bon, là, j'en ris, pas devant lui, je vous assure, là, c'est parce qu'il est couché, parce que il s'agit pas de banaliser ça, il s'agit pas de lui dire, mon chéri, bravo, t'as rayé la télé, casse-nous tout le salon, démolis tout, tu es merveilleux. Non. Et d'ailleurs, il faut bien, dire, il faut bien lui dire, voilà, aussi lui dire, déjà, la télé, nous, on n'est pas content, même si c'est la tienne, enfin, mais lui rappeler quand même. Tu sais, la télé, elle était à toi, entre parenthèses. Vous lui dites quand même au passage, vous lui rappelez, même si tout le monde en profite, la télé, elle était à toi. Et donc là, qui compte pas avoir une télé prochainement. Ah, certainement pas. Non, ça sera la télé familiale. Et dire, je te préviens, là, la télé familiale, tu y toucheras pas comme ça. Mais dire, et surtout, on a eu peur pour toi. Il y a Emma qui dit au même âge, je claquais les portes quand j'étais débordée par mes émotions. Il y a quelqu'un qui dit même si l'acte ne doit pas être dramatisé, je trouve la punition malgré tout trop légère. Et puis il y a Sergio qui plaisante, qui dit Arthur qui fait des bêtises à la télé, tiens, ça me rappelle quelqu'un. Allez, on accueille maintenant, je crois, Frédéric. Bonsoir Frédéric. Oui, bonsoir Caroline. Bonsoir. Bonsoir Valérie. J'ai entendu entre-temps, parce que je suis intervenu assez tôt au standard, que vous aviez un enfant précoce. Ça renforce mon désir de vous faire passer un petit message qui me semble important. D'accord. Moi, j'ai 3 enfants précoces. Enfin, j'ai eu parce qu'ils sont grands maintenant, et je vais un peu vous expliquer votre petit Arthur, ce que je crois qu'il a ressenti, ce qui s'est passé, et là où, excusez-moi, je vais déclarer que vous êtes fautive. Mais légèrement, mais bon, alors en plus, s'il est précoce, ça arrange rien. Votre fils, je pense, Arthur,
Arthur, premièrement, ne savait pas qu'avec le cutter, il rayerait l'écran. Parce que ça, il faut en avoir fait l'expérience une fois. Maintenant, il le sait. Mais là, avant, il savait pas. Ah oui, c'est vrai, j'avais pas pensé à ça. Ouais, il savait pas. Donc là, il s'est puni tout seul et je peux vous dire qu'il a dû passer une après-midi d'angoisse. En plus, il est précoce. À essayer de... Donc il est très très largement puni. Hein. Pour moi, n'en rajoutez plus. Je pense qu'il a eu la trouille de sa vie parce qu'en plus ces gamins-là, comment dirais-je, raisonnent énormément. Comment dirais-je, grossissent le trait à l'infini. Oui, il s'est fait une angoisse cet enfant. Je pense que bon. Premier point. Deuxième point, c'était pas très sympa, je vous le dis entre nous, il y a personne qui écoute, tout à fait, allez-y, de l'avoir torturé quand vous êtes rentré, parce que vous saviez très bien que c'était lui, et il savait très bien que c'était lui. Je crois qu'il lui fallut dire, bon, écoute, tu viens de faire une bêtise, bon. Alors, je crois que Caroline a 1000 fois raison, vous avez eu tellement peur qu'il se fasse du mal avec le cutter, que vous avez réagi en fonction de cette peur, et je vous invite, vous et votre mari, à faire très très attention à votre enfant, parce que je peux vous dire que la prochaine fois, et je l'ai payé moi, c'est le cutter contre lui. Il va se scarifier, il va se faire mal, parce que ces enfants se retournent leur colère contre eux. Alors, dernier point, vous ne rassurez vraiment pas, là. Le plus important pour moi, et le message que je vais vous faire passer, c'est mon aîné à 28 ans, donc les problèmes sont un peu l'un derrière moi. Il y a une règle que moi j'ai apprise à mes dépens, qui est la suivante. Pouvons-nous imposer à nos enfants des choses que nous ne pouvons pas nous-mêmes respecter? L'interdiction de l'ordinateur, c'était un peu trop. C'était comme si vous donniez à un chien sa pâtée et que vous l'aviez attaché tellement court qu'il ne pouvait pas la bouffer. Parce qu'il est évident qu'Arthur ne voulait pas promener avec vous pour jouer sur l'ordinateur. Donc vous avez compris et vous avez dit, on veut bien te laisser tout seul, mais tu ne joues pas. Alors là, je vous ferai remarquer que c'est un enfant très obéissant, il n'a pas joué. Il n'a pas joué, mais vous l'avez mis sous une torture épouvantable. Je suis sûr que vous-même ou votre mari, si vous étiez resté chez vous seul, vous auriez joué. Donc la règle, c'est, peut-on imposer à nos enfants des contraintes que nous-mêmes ne sommes pas prêts à respecter? Si en toute conscience vous dites oui, je suis capable de me priver de quelque chose dont j'ai vraiment envie, alors continuez. Je crois que la réponse est non. Donc je crois que, comment dirais-je, moi l'expérience que j'ai faite est simple. J'ai un fils, j'en ai 3, j'ai 3 enfants, dont 2 garçons, tous précoces. Hein. Le deuxième, il conduisait très bien une grosse voiture. Et un jour, il avait 15 ans, je lui donne les clés, je lui dis, écoute, manœuvre la voiture pour accueillir ta tante, tu laisses de la place et tout. Je l'ai laissé seul, il a généré 15 000 € de réparation. Il avait tellement peur qu'il a appelé sa sœur qui était à 800 km pour qu'elle m'appelle, alors que moi j'étais à 15 mètres, pour qu'il me dise que la voiture était abîmée. Je vais vous dire sincèrement, je me suis traité de connard. Je me suis insulté. D'abord, je suis allé le voir. Il avait tellement peur que je lui ai dit, écoute, c'est de ma faute. Tu n'y es pour rien. C'était à moi de veiller à ce que tu manœuvres bien. J'avais confiance en toi, mais j'ai toujours confiance en toi. Depuis, il conduit plus. Hein. J'ai toujours confiance en toi, mais j'aurais dû t'aider à manœuvrer. Et vous voyez le message. J'aurais pas dû le laisser manœuvrer seul. Il s'est fait pendant 15 minutes, mais une angoisse, vous pouvez pas savoir à quel point, parce que il croyait que j'étais très attaché à la voiture. Non, je suis très attaché à mon fils. La voiture, c'était pas grave, ça m'a coûté cher, mais c'est pour moi. Pour votre Arthur, je pense que il savait pas, donc maintenant il sait. Le cutter, la prochaine fois, méfiez-vous que ce soit pas contre lui qui se retourne, parce que là, vous risquez de pleurer un jour. Il n'y a pas de raison dans la mesure où justement, on pose des choses par rapport à cet acte, mais on dédramatise aussi en expliquant que justement, ce que vous avez craint, c'est dommage pour la télé, mais l'embêtant, c'est que vous aviez peur qu'il se fasse du mal. Voilà, ça pose aussi les choses, que l'important, c'était lui. Je vous propose qu'on marque une pause, mais vous pouvez rester avec nous si vous le souhaitez, à moins que vous ayez dit tout ce que vous aviez à dire, Frédéric. Parce qu'on va marquer une pause musicale, il y aura le journal de minuit, et on accueillera également Catherine, qui est orthophoniste et qui aurait des choses également à vous dire, Valérie. D'accord ? Merci.
La nuit continue sur Europe 1 avec tous vos témoignages au 01 42 32 15 15. Juste avant le journal, nous étions en compagnie de Valérie qui s'interrogeait sur l'attitude de son fils Arthur, âgé de 11 ans, qui de frustration alors que ses parents lui avaient interdit dimanche après-midi d'utiliser l'ordinateur à rayer le téléviseur avec un cutter. Nous avions Frédéric également qui réagissait et qui disait bon, la punition a été suffisante, il n'y a pas lieu d'en rajouter, mais peut-être plutôt maintenant d'en parler avec lui. Valérie, Frédéric, vous êtes toujours là ? Vous êtes avec moi ou pas ? Oui, Caroline. Merci d'être là, Frédéric. Est-ce que Valérie est là ? Je ne l'entends plus. Oui. Alors, j'ai des messages qui arrivent au 6-11-20. Il y a Matt qui dit « Mais si la télé est à votre fils, pourquoi toute la famille en profite ?» Et puis, il y a justement Édouard qui dit « Mais ce téléviseur n'est justement pas son jouet puisqu'utilisé par toute la famille. » Alors, en même temps... Alors, Édouard va même plus loin. Il dit « Mais comment sont-ils arrivés là ? Y a-t-il un précédent ? La naissance de la petite sœur a-t-elle été bien vécue ? S'agit-il d'un geste de colère ou de culpabilité ? Vous voyez, les auditeurs vont plus loin que moi maintenant à remonter dans l'histoire. Bon, moi j'aurais tendance à dire, dans la mesure où c'est quand même un acte isolé, bien sûr qu'on pourrait toujours chercher plus loin, je sais pas ce que vous en pensez Frédéric, mais dans la mesure où par ailleurs c'est un enfant qui semble aller bien, où vous le dites vous-même Valérie, c'est pas un enfant qui vous pose problème par ailleurs, non, je ne vois pas, dans la mesure où ça reste un acte isolé, ça s'inscrirait dans un contexte où il y aurait plein d'autres actes qui pourraient comportements, attitudes qui pourraient vous inquiéter, mais il n'y a pas de violence par ailleurs. Absolument. Bon, ça peut arriver, Non, je pense qu'il s'est bien puni tout seul. C'est pour ça que le lendemain, il était rasséréné parce que il a tellement eu peur que finalement, il a tout de suite acheté la punition au lit, tout de suite pas de télé. Il était bien d'accord parce que la punition aurait pu être pire. Et puis le lendemain, l'incident était clos. Et dans sa tête, il a compris que ses parents avaient compris que il s'était un peu puni, donc pour lui, alors il minimise pas, ne croyez pas Valérie que l'incident est minimisé et je rejoins Caroline, il faut impérativement en parler parce que ça résonne encore en lui, mais il faut lui dire que éventuellement qu'il explique pourquoi le cutter. Je voudrais être démenti, mais je pense qu'il savait pas que ça allait rayer l'écran parce que il faut qu'on fasse des expériences et je pense pas qu'il ait déjà eu l'occasion de le faire. Donc il n'y a pas malveillance non plus. Bon. Autant j'entends ce que vous me dites effectivement, est-ce que je suis capable de respecter moi-même une interdiction posée ? Ça c'est très important. Moi je l'ai appris presque à mes dépens. C'est ma femme qui m'expliquait que on peut pas imposer à un enfant quelque chose que soi-même on peut pas respecter. Quelque part là, je touche du doigt l'erreur que j'ai peut-être fait, mais là, quand on allait jusqu'à dire qu'il ne savait pas qu'en prenant le cutter et en le posant sur la télévision, il n'y avait pas de dégâts. Moi, j'ai un souvenir extraordinaire. Je revois un cousin qui tapait avec un marteau sur un écran de télévision. On avait 16 ans tous les deux. Et il tape dessus, il me dit, tu vois, ça marche pas, ça casse pas. Moi, je prends le marteau, je vise le centre et je lui mets un coup énorme et je casse l'écran. C'est-à-dire qu'il était convaincu que ça cassait pas et je l'ai cassé. C'est-à-dire que il pensait peut-être pas que ça aurait autant de dégâts. Mon cousin m'avait dit, tu vois, ça casse pas. Et en fait, j'ai bien centré. C'est-à-dire qu'en réalité, j'avais déjà testé. Donc, un écran de télé, on peut pas. Et puis la lame d'un cutter, on sait pas ce que ça fait. On peut pas imaginer. À 11 ans, il imaginait peut-être pas que ça ferait autant de dégâts. Il imaginait pas que ça ferait du. Mais sur un écran de verre, c'était comme avec une craie. Je pense qu'il a dû mettre 3-4 coups. Et après, il a arrêté. Si j'ai bien compris, il a mis que 4 coups. C'est qu'il a tout de suite compris qu'il avait fait une connerie. Parce que s'il était vraiment en colère après vous, je peux vous dire, il aurait lézardé l'écran. Là, en fait, il a mis 4 coups en croyant que ce serait comme avec une craie sur le tableau, que ça s'effaçait. Quand il a vu que ça s'effaçait pas, puis alors moi, je ressens encore l'angoisse qu'il a dû éprouver en attendant que vous rentriez, quoi. Il a dû quand il a dû se rendre compte, ça, je suis d'accord. Mais c'est vrai qu'il n'a pas lacéré non plus, c'est-à-dire qu'il a dû se rendre compte et il a dû se sentir très mal quand il a vu que c'était marqué. Il faut que je vous explique quelque chose. Je veux pas connaître le QI de votre enfant, on n'a pas à le savoir. Mais vous multipliez le QI divisé par 100, multiplié par son âge, et vous avez son âge intellectuel. Donc, un enfant qui a 150, il a 10 ans fois 1,5, il a 15 ans dans la tête.
Donc il a 10 ans en affectif et 15 ans en maturité intellectuelle. Et ça fait un écart énorme. Donc vous parlez avec lui comme un petit homme. Donc 11 ans, en fonction de son QI, il a 15 ou 16 ans ou plus. Donc vous avez en face de vous un petit homme qui raisonne très très bien. Et donc vous dites, j'ai affaire à un grand. Et tout d'un coup, vous avez un enfant qui est tout petit. Et alors moi, je vais vous dire ce qu'on m'avait dit tout à fait, face à nos enfants, parce que ça nous a posé problème aussi. La réponse permanente, c'est aimez-le, aimez-le, aimez-le. C'est tout. Aimez-le et ça suffit. Parce que il faut gérer, il doit gérer en permanence cet écart. C'est un grand, mais c'est pas un grand. Quand vous lui avez dit, je t'interdis l'ordinateur, vous avez parlé au grand de 16 ans, donc un petit homme, en lui disant, tu es un petit pour moi. Et ça, c'est dur à vivre. Voyez? Donc, je pense que vous avez un enfant en or. Hein. Je pense qu'il est adorable, cet enfant. Hein. Enfin, qu'il est adorable, qu'il vous fera pas de surprise. Hein. Donc, je dis pas qu'il faut pas minimiser l'incident. Il a fait quelque chose, mais à mon avis, en plus, c'est sa TD, même si elle est collective, ne la remplacez pas tout de suite. Gardez-la quelques mois pour bien montrer que on subit tous sa colère, quoi. Et puis par contre, arrêtez de lui dire que c'est à cause de lui, quoi. Enfin, je pense qu'il le sait. Hein. Caroline, votre sentiment. Depuis, on n'en a pas reparlé. On n'a pas. Voilà. Et je lui dis, à la limite, lui dire que vous avez pas, je sais pas, ça, c'est votre. Quelques mois, c'est peut-être long parce que ça veut dire que pendant quelques mois, à chaque fois, il va être confronté à son. C'est peut-être un peu long, non? Vous savez, moi je pense que de toute façon dans sa tête, c'est tout le temps présent. Hein. Faut pas la remplacer tout de suite parce que ça aurait l'air de dire voilà, c'est hop, on efface l'erreur. Quelques semaines, je pense. Voilà, pas la remplacer immédiatement. Je suis d'accord avec vous. Ça a l'air de côté. Elle est finalement. Ça coûte rien. Ça coûte rien. Or, c'est un budget. C'est un budget. Il faut lui montrer que non, ça se remplace pas comme un rouleau de scotch. Hein. Donc c'est un budget et que c'est là où si ça lui monte, c'est pas n'importe quoi. Donc c'est pas le lendemain, il y en a une nouvelle qui arrive et donc c'est pas grave. Il faut pas que ça soit anodin. Donc pendant quelques semaines, oui, vous restez avec la télé rayée et parce que nous on n'avait pas prévu ça dans notre budget, qu'ils réalisent quand même, qu'ils prennent conscience, voilà, sans lui dire tous les soirs tu as vu à cause de toi, regarde l'image pourrie qu'on a. Non mais enfin vous voyez, il faut pas que ça alimente on passe pas à côté, mais voilà, et après vous en reprenez une, voilà. Servez-vous de l'exemple pour que désormais, quand vous imposez une contrainte, ce soit une contrainte acceptée. Raisonnez avec lui. Parce que c'est des enfants qui raisonnent très très bien. Hein. Donc raisonnez avec vous dites voilà, tu veux pas venir avec nous, on préférerait que tu viennes, ok. Que fais-tu en échange? Nous on va te laisser à la maison, on sait que tu es grand, tu peux. Que fais-tu en échange? Qu'acceptes-tu comme contrainte? Et normalement, ces enfants-là sont tellement intelligents qu'ils sont redoutables. Hein. Mais c'est vrai qu'il est très intelligent, il est formidable ce petit Arthur, parce que franchement, rayer la télé, moi j'adorais que tous les enfants fassent ça, comme ça ils écouteraient la radio, ils brancheraient le soir sur Europe 1 et voilà, on aurait une audience encore plus du tonnerre, quoi. Voilà, donc il est merveilleux ce petit Arthur, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Il a tout compris, il faut rayer les postes de téléviseur, voilà, c'est ça. Évidemment, vous m'appelez, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, moi, Valérie? Allez, on accueille maintenant Gabriel. Bonsoir Gabriel. Gabriel, vous êtes avec nous? Gabriel. Non, Gabriel. Tu brûles mon esprit. Gabriel, qu'est-ce qu'elle fait, Gabriel? Je suis là. Bonsoir Gabriel. Bonsoir Caroline. Bonsoir à tous les deux. Bonsoir Gabriel. Moi je suis orthophoniste. Oui. Évidemment, les orthophonistes s'intéressent à la façon dont les enfants utilisent la langue au sens langage pour communiquer, mais ce qui nous intéresse passionnément, c'est ce que les enfants cherchent à communiquer. Et l'enfant de cette dame qui a 11 ans, moi, ce qui me frappe souvent chez les enfants de cet âge, que je vois quotidiennement, c'est qu'ils ont beaucoup de désir d'autonomie et en même temps beaucoup d'angoisse lié à ce désir d'autonomie pour lequel ils se rendent compte qu'ils n'ont pas des capacités très développées comme les adultes. Donc ça, c'est un petit peu difficile et ils ont quelquefois des gestes pour revendiquer leur liberté de pensée et de volonté qui peut être qui dépasse un peu ce qu'ils souhaitaient faire. Mais moi, ce qui me frappe le plus dans ma pratique, quand je vois les parents et les enfants ensemble, c'est quand je m'adresse à eux deux,
c'est le parent qui parle souvent sur l'enfant. Donc j'entends, il ne travaille pas assez, faut être plus sévère. Il passe des heures sur PlayStation ou sur télé ou sur ordinateur, il n'écoute pas en classe. Et à côté, je regarde l'enfant et il lève les yeux au ciel, ou il fait des grimaces, ou il est complètement déconfit. Et le ressenti des parents qu'ils expriment ne correspond pas toujours ou pas souvent au ressenti de l'enfant, qui après témoigne d'une espèce d'écrasement, de sensation de non-respect. Et ça me fait toujours penser à ce qu'on sait chez les petits, très petits, qui ont 2 ans, 2 ans et demi, 3 ans. Et à cet âge-là, les enfants pensent que les autres, notamment la figure de référence, la mère, savent ce qu'ils pensent parce qu'ils sont transparents, ils sont ouverts. Et quand ils grandissent, évidemment qu'ils développent cette autonomie, ils se rendent compte que les autres ne savent pas exactement ce qu'ils pensent. Et ils essayent de développer cette liberté de penser. Et nous, les parents, malgré nos désirs qui puissent s'exprimer, nous écrasons un peu leurs paroles, leurs ressentis, parce que ce ressenti-là peut nous agresser, parce que simplement c'est différent de ce que nous ressentons nous-mêmes, ou alors nous ne reconnaissons pas la situation qui est décrite par l'enfant, qui peut être totalement différente de ce qui a été vécu par un parent, ou alors simplement parce que nous ne sommes pas d'accord avec le ressenti des enfants. Et je vois souvent les enfants s'ouvrir, leur visage s'éclairer, leur corps se détendre, quand un parent, il y en a quand même qui y parviennent, accueille simplement ce qu'il dit, ses mots, ses émotions, comme étant les siennes. Voilà, ce sont les tiennes, différentes des miennes. Je t'écoute, je t'entends dans ta dimension. Moi, je ne suis pas d'accord avec ce que tu fais, tes actions, tes paroles. Je prendrai une décision en fonction de ce que tu as fait. Voici ma position. Mais ce que tu as fait t'appartient. Voilà. Donc moi, je me positionne en face. Et l'enfant se sent individu. Et il a un individu qui se positionne en face de lui et qui ne l'écrase pas. Mais ça, c'est très très difficile parce que les parents, nous sommes dans l'angoisse. Que nos enfants fassent mal, que nos enfants ne progressent pas, n'évoluent pas, ne soient pas doués, etc. Voilà. Oui, c'est intéressant. C'était intéressant de vous entendre. Une question peut-être, Valérie, par rapport à Gabriel, non ? Il aurait fallu que j'entende la colère d'Arthur. Oui, mais vous avez eu peur, et vous avez eu peur notamment de la violence de son geste, et peur que de sa violence à lui, de dire tiens, mais finalement mon fils, tout d'un coup l'image qu'il vous renvoyait vous a fait peur. C'est-à-dire est-ce que j'aurai un enfant violent en face de moi ? Mais vous savez, on a tous en nous de l'agressivité et par moments de la violence qui peut s'exprimer. C'est des pulsions qu'il n'arrive pas à un moment à maîtriser par rapport à une frustration. Ça peut arriver, ça. Vous voyez, ça fait pas de lui un enfant violent pour autant. Oui, Gabriel, une petite chose et on va devoir conclure. Bon, je fais rapidement. Est-ce que cette dame accepterait simplement de partager avec son enfant cette peur qu'elle a eue? Rien que ça. Peut-être que Arthur entendra ça. Vous pensez que c'est une bonne chose qu'elle dise à Arthur qu'elle ait peur ? Mais simplement, vous savez, sans que ça soit dramatique, disant tu sais, j'ai eu un petit peu peur. Voilà. Je te Il va lui demander de quoi ? Voilà. Peur. Si elle lui dit j'ai eu peur que tu sois violent, je pense que c'est une très bonne chose. Moi, je me sens un peu redevable d'une explication vis-à-vis d'Arthur. J'ai pas réagi quand. Donc il a bien vu que je réagissais pas comme d'habitude entre guillemets, à savoir que je l'ai pas déjà je l'ai pas disputé. Donc j'ai été passive et il a dû le voir que j'avais eu très peur. Est-ce que vous Je suis pas sûre moi qu'il faille parler de vos peurs, hein. Je crois que c'est entre vous et vous ça. Je suis pas sûre que c'est l'enfant parce que ça finalement l'image que vous avez, la projection que vous avez pu avoir à ce moment-là sur lui, je suis pas sûre qu'il faille en parler à Arthur. Mais Caroline, ça vous regarde vous, je trouve. Est-ce
est-ce que vous ne pensez pas qu'il l'a senti? Oui, d'accord. Oui, bien sûr. Évidemment, les enfants sentent des choses, mais de là à lui dire, oui, alors on pourrait dire, finalement, s'il l'a senti, vaut mieux le verbaliser. Mais je trouve qu'on va un peu loin, là, dans quelque chose qui... Et elle peut dire qu'elle a été mal à l'aise parce que finalement, face à la violence et face à l'agressivité, on peut l'exprimer autrement qu'avec des actes et qu'on peut la mettre en mots. Voilà. Ça c'est une bonne idée, une bonne formulation. On peut la dire comme ça, dire moi ça me met mal à l'aise. C'est pour ça que sur le moment j'ai pas réagi, j'ai préféré que ça soit ton père qui le fasse. Voilà. Je suis mal à l'aise par rapport à ça. Ça peut être une façon d'expliquer votre non-réaction. Ouais. Voilà. D'accord. Mais après, ne pas aller trop loin dans le côté, j'ai eu peur à ce moment-là, j'ai eu peur que tu sois violent ou quoi, parce que ça, on sait pas après ce que l'enfant peut, vous voyez, il s'identifier au discours de la mère, vouloir lui donner raison, enfin, je sais pas, c'est... Peut-être en jouer, enfin, bon. Mais je suis d'accord avec vous, l'enfant sent des choses, donc dire, oui, j'étais mal à l'aise, ça m'a mis mal à l'aise. C'est bien. Voilà. D'accord. Christelle dit, cet enfant, il a tout compris. Il a compris que parfois la télé, il vaut mieux pas la regarder. Il a raison. Mais j'ai pas dit. Voilà, on va conclure sur les mots de Christelle. Je vous remercie beaucoup. Et sur vous, Gabriel. Merci beaucoup. Merci à Frédéric pour vos explications. Merci à vous, Gabriel. Et voilà, Valérie, j'espère que ça vous aura un peu réconforté. Tout à fait. Merci beaucoup de votre attention. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, Jean-Claude. Oui, bonsoir. Bonsoir. Alors, vous êtes dans une période un peu compliquée de votre vie, je crois. Vous êtes séparés depuis... Vous pouvez couper votre radio, s'il vous plaît, me dit Fifi, parce que on l'entend et ça fait un peu du larcène à l'antenne. J'ai arrêté ma radio, j'ai coupé. Alors, vous avez un haut-parleur, peut-être ? Vous avez un haut-parleur, c'est ça ? Non plus. Non, là, le son semble être meilleur, donc je ne sais pas, ça, il y a un retour, il y a quelque chose qui se passe qui est bizarre, mais bon. Alors, vous êtes séparés depuis 9 mois. Oui, je suis séparé depuis 9 mois. En fait, bon, je vivais depuis 30 ans avec cette personne. Ah oui, en effet. Pendant 25 ans. Oui. Je pensais d'ailleurs beaucoup à votre première auditrice qui a appelé, où je me voyais un petit peu dans le rôle du monsieur, donc. Oui, si ce n'est qu'elle, elle était mariée depuis 6 mois. Oui, et puis à la différence aussi du fait qu'il y avait des gamins, donc je me demande de faire quiz des gamins, quoi, puisqu'il y avait déjà des gamins avant, puis il y en avait un tout neuf aussi, donc ça fait un peu beaucoup de gamins qui vont se retrouver sans papa. Vous avez des enfants, vous? Non. Moi j'ai 2 enfants. Oui. Un de 22, un de 34. Oui. Celui de 34 qui est autonome, celui de 22, qui est toujours avec sa maman. Oui. Ma difficulté à moi, la difficulté ma difficulté à moi dans l'immédiat, disons, dans l'immédiat depuis 9 mois, c'est d'arriver à me déculpabiliser de ce départ pour arriver à vivre quelque chose de différent, quoi. En fait, la situation n'était pas aussi, aussi brutale du tout que ce qui s'est passé dans le cas de notre première histoire de ce soir. C'est quelque chose c'était une situation qui était établie entre ma femme et moi depuis une bonne dizaine d'années, je dirais. Savoir qu'on faisait chambre à part et on vivait, je dirais pour assurer le suivi de la maison et d'élever notre deuxième enfant qui était toujours à la maison, quoi. Oui. Et d'ailleurs, une fois, on en avait parlé aux 2 enfants réunis, on leur avait dit, on est ensemble, c'est uniquement pour ça. Et puis, voilà, c'est pour gérer, parce que c'est comme ça que pour que les choses soient un peu claires, pour qu'ils se posent pas toujours la question de savoir pourquoi on est toujours à 10 mètres l'un de l'autre et qu'on n'est pas plus amis que... En fait, il y a toujours une grande affection entre ma femme et moi, ça existe toujours de toute manière. Je vais chez moi, assez régulièrement. Et vous étiez plus un couple de parents qu'un couple conjugal. On est devenu un couple de parents depuis, je vous dis, ça fait une dizaine d'années. Oui. Avant que je parte, quoi. Oui, c'est vous qui avez pris la décision de partir. Ouais, cet été-là, l'été 2008, donc dernier été. Oui. Bon, j'ai dit à plusieurs reprises à ma femme que vraiment, ça me pesait beaucoup. J'ai 56 ans. Oui. Ça commençait à me peser sérieusement et que j'aimerais. Il fallait faire quelque chose, quoi, en fait.
Et alors j'ai été un peu lâche, quoi. C'est-à-dire en fait je suis sur un site de rencontre, j'ai rencontré quelqu'un. Pourquoi vous dites que vous avez été lâche? Un petit peu lâche parce que partir, se louer un truc, être tout seul, c'est peut-être un chemin plus difficile. J'en reviens un petit peu peut-être parce que justement après être parti, et c'est un petit peu l'objet de mon appel, c'est que j'ai vraiment du mal à m'inscrire dans une nouvelle vie, dans une nouvelle maison avec une nouvelle personne. Et j'ai vraiment l'impression d'être dans une cloche à fromage, isolé de ma ancienne famille, de mes voisins, parce qu'en plus c'est pas tout à fait dans la même région géographique. Enfin, c'est à peu près au même endroit, mais bon, il y a 50 km de différence, ce qui fait que je suis complètement dans un autre milieu, quoi. Et au départ, je suis parti, j'ai été vivre avec cette personne qui m'a ouvert sa maison, son cœur. Ça s'est très bien passé, ça se passe toujours, mais de manière un peu tumultueuse. Je me suis réfugié chez mon père à l'heure actuelle, je vis chez mon père. Et quelque part, ça arrange un peu mon père aussi, qui avait besoin de quelqu'un parce qu'il est quand même très âgé. Oui. Et ça arrange mes affaires à moi aussi, parce que vraiment, je pouvais plus assurer cette vie de couple. Oui. J'arrivais plus, et je sentais bien que c'est quelque chose que la personne avec qui je suis, car je suis toujours avec elle, quoi, arrivait difficilement à supporter, et moi, je le sentais très bien, quoi. C'est très brutal. Vous vous rendez compte, vous avez vécu pendant 25 ans, 30 ans, 25 ou 30. J'ai toujours d'ailleurs des réflexes, j'arrive pas à mettre un autre prénom sur une femme que. C'est normal, vous vous rendez compte, toutes ces habitudes de vie, et puis en 9 mois de temps, vous retrouvez dans une autre maison, auprès d'une autre femme, et avec, nouveau cadre, nouveaux repères, et c'est normal que vous soyez complètement perdu et qu'à la limite vous vous sentiez mieux chez votre père parce que vous vous sentez un peu plus libre, même si c'est un monsieur qui est un peu âgé, fatigué, qui a besoin de vous, mais là au moins vous pouvez vous avoir des moments quand même à vous et pas être obligé de vous montrer toujours sous votre meilleure image. L'intimité, sous les projecteurs, je dirais entre deux personnes, c'est pas toujours facile à vivre. Mais non, surtout que vous avez des angoisses du passé et cette culpabilité. Et oui. Donc qu'on peut, à mon avis, moi je peux pas m'empêcher d'en ressentir en tout cas. C'est normal. J'arrive pas à me construire quelque chose de nouveau tout de suite. Alors j'y arrive, maintenant je pars en voyage. On s'est discuté, on a des hauts débats avec mon ami. Ça se passe globalement bien, je dirais, mais avec des hauts et des bas. On a un lien très fort tous les deux, on est très attachés l'un à l'autre, mais on n'arrive jamais à projeter quelque chose. On est parti une fois à la montagne, une fois à droite, 2-3 fois on est parti. Et je n'arrive pas vraiment à faire un projet tous les deux de partir une semaine, ce qui fait que je m'en vais pendant 15 jours loin. Et pour essayer de faire un petit peu un point, voir. Oui, mais vous avez besoin de vous retrouver, déjà, Jean-Claude. Vous dites finalement, cette femme, en allant sur ce site de rencontre, partir seule vers l'inconnu, ça vous faisait peur. Donc il vous fallait une autre femme, entre guillemets, partir pour quelqu'un. Quand je parle de lâcheté, c'est un petit peu là, c'est-à-dire c'est bon. C'est-à-dire qu'il vous fallait mais un but. Vous ne vous voyiez pas partir comme ça, prendre un appartement et partir seul. Voilà. Donc, mais finalement, cette femme, elle vous sert un peu elle vous a aidé à prendre cette décision. Oui, des fois, elle me le dit d'ailleurs. Elle me dit, mais finalement, peut-être, alors, quand on passe des moments un petit peu difficiles, elle me dit, je t'aurais au moins servi à te faire partir de chez toi, puisque c'est ce que tu souhaitais depuis longtemps. Alors, vous aviez pris la décision, mais vous n'arriviez pas à la concrétiser. Voilà, c'est ça. En fait, entre nous, ça s'est mal passé avec ma femme, parce que j'ai moi-même fait le premier faux pas il y a très longtemps de ça. Et ça s'est très mal passé. J'avais fait 2-3 faux pas. Les premiers, ça s'était pas remarqué, c'était très bien. J'ai été très habile, on va dire. Et le troisième, c'est pas du tout bien passé, du tout. Et j'en ai été un peu traumatisé de cette histoire-là, donc je suis resté sage, gentil, terminé. Par contre, c'est ma femme qui, elle, a très mal pris, et puis c'est elle qui s'est mise un peu à aller à droite à gauche. C'est moins ce que je pensais. Elle m'a expliqué entre-temps plein de choses qui font que on n'a peut-être pas été voir partout beaucoup. Mais au départ, c'est moi qui ai fait une bêtise, quoi, c'est sûr. Alors, en fait...
C'est comme ça. C'est comme ça, mais vous dites bien que de toute façon, depuis 10 ans, vous faisiez chambre à part et que, en gros, vous gériez les affaires courantes. D'ailleurs, j'ai été catastrophé. Enfin, je suis tombé des nues quand j'ai annoncé ça. Moi, c'est la première personne à qui j'en ai parlé. C'est à ma femme d'ailleurs. Vous avez annoncé quoi? Enfin, dans le contexte de notre vie de l'époque, c'était tout à fait. Enfin, je trouvais ça naturel. Elle en a même ri d'ailleurs. Elle me dit, mais qu'est-ce qu'elle fait, l'infirmière? C'est bien, ça, elle pourra te soigner, tout ça. Elle en rigolait même. Au début, quand j'en ai parlé la première fois ou la deuxième fois, puis après, quand je lui ai dit, écoute, j'y vais, hein. Bon, là, ça a plus du tout été pareil, quoi. Parce que je suis parti, j'ai pris ma valise, je suis parti, quoi. Basta, terminé. Je pensais que c'était... Et là, je me suis rendu compte que c'était pas du tout ça, quoi. Oui, mais ça, c'est votre culture. Oui, mais... Ouais, finalement, sans toi, je pourrais plus jamais vivre. Puis j'ai eu toute une période difficile comme ça de plusieurs mois où, là, la culpabilité, je la sentais avec une force, énorme, quoi. Maintenant, ça s'apaise un peu, parce que ma femme a suivi une thérapie, et ça s'est bien passé, et puis elle prend les choses comme elles sont, quoi. Une thérapie pour qui? Pour elle, pour arriver à supporter. Non mais bon, vous, on sent que vous êtes, ça se passe pas bien, pas comme vous le souhaiteriez avec cette femme, mais ça peut pas bien se passer avec cette nouvelle rencontre parce que c'est trop, c'est pas en 9 mois de temps là que vous pouvez tourner la page sur 25 ans, d'autant que vous n'étiez pas dans un conflit avec votre épouse, ça se passait pas trop mal, si ce n'est que le côté conjugal c'était complètement effrité, mais vous aviez plutôt de bonnes relations par ailleurs, voilà, vous étiez plus devenus des parents que des amants. Bon, maintenant, du coup, vous êtes dans la nostalgie de ce que vous viviez, de tous vos repères, de toutes vos habitudes, de vos amis, voilà. Alors, est-ce une raison pour autant pour vous replonger dans votre situation passée? Je ne sais pas, parce que vous étiez pas plus heureux non plus dans cette situation passée. Non, c'est ce que je me dis aussi. Puis c'est pas tout à fait une nostalgie, je dirais. C'est vraiment un sentiment de culpabilité. Mais c'est la culpabilité, oui. Présent, mon fils qui à l'heure actuelle est 24 ans. Parlez bien dans le combiné parce qu'il y a des moments où je vous entends plus. Pourtant, je bouge pas trop. Oui, mon fils qui suit des études en alternance, je le fais dans la société dans laquelle je travaille. Donc je le vois 2 semaines sur 3, quoi, régulièrement. Je vais faire des travaux même à la maison où j'habitais, chez ma femme, donc maintenant on va dire ça. Quand il y a besoin, où je suis présent, je paye une partie de tous les frais que occasionne la maison comme avant, que ça se passe tout à fait bien maintenant avec ma femme, plus que pendant les 2-3 premiers mois, quoi. Et ce qui m'embête plus, c'était... Maintenant, ça s'apaise un peu, c'est le sentiment de culpabilité, quoi. Ben oui, mais parce que, vous aviez... vous vous occupiez de tout, et là, vous avez le sentiment d'abandonner, entre guillemets, ce rôle. Mais vous savez, votre femme, regardez, elle a des ressources plus que vous ne pensez. C'est-à-dire que, bien sûr, que ça a été difficile pour elle, mais en même temps, c'est l'occasion pour elle de revisiter un peu sa vie. Elle-même, il devait y avoir des manques et des frustrations, hein. Il faut vous dire ça aussi, Jean-Claude, parce que après tout, certes, vous vous entendiez bien, il y avait une complicité entre vous, mais sur le plan de sa vie de femme, elle devait pas être très épanouie non plus, hein. Non, c'est ce qu'elle m'a dit. Voilà. Donc après tout, elle partait tout le temps en vacances. Bon, au début, c'était des week-ends toute seule. Elle partait, après c'est des vacances toute seule. Après, on n'a même plus partagé ni des week-ends ni des vacances. Elle trouvait toujours quelque chose à faire ailleurs. Et elle me disait, après, quand je sois parti, parce que alors j'ai dit, c'est un peu dommage qu'on attende d'être séparés pour se dire des choses comme ça, mais moi, j'attendais que tu me dises, on part là, on part là-bas. Oui. Ça. Mais c'est pour ça, Jean-Claude, vous ne portez... Pardon. Vous ne portez pas seul la responsabilité de votre relation, de ce que vous considérez comme un échec. Ou d'ailleurs vous avez quand même passé 25 ans ensemble, vous avez élevé vos enfants, parce que vous dites par rapport à vos enfants, vous avez un fils de 34 ans, vous avez un fils de 22 ans qui est resté vivre avec sa mère pour le moment. Enfin, vous les avez élevés, vos enfants, et vous êtes là pour eux, même pour ce fils de 22 ans. Enfin, ce sont plus des petits enfants. Et vous restez présent pour eux, mais vous êtes resté à un moment
Plutôt que de penser à vous, à votre bonheur personnel, vous avez joué votre rôle d'époux, de père. Peut-être, vous avez raison aussi de dire maintenant il est temps à 56 ans de penser à moi, sans pour autant négliger vos enfants, mais de dire voilà, en tant qu'homme, j'ai peut-être aussi envie de vivre des choses. Voilà. Oui, ça, je rencontre des amis quand on rencontre des amis qui sont un peu dans la même situation que nous, quand on est en couple, on rencontre souvent des couples, quand on est célibataire, on rencontre beaucoup de célibataires, et je me rends compte qu'il y a vraiment une différence de comportement total entre les gens qui ont l'habitude de vivre seuls et des gens qui ont l'habitude de vivre en famille, en couple. C'est vraiment quelque chose à observer, des fois d'assez rigolo même. Oui. Mais oui, mais je suis là, à la croisée des chemins, quelque part. Voilà. Mais cette façon de vivre là. Mais il vous faut un peu de temps. C'est normal qu'en 9 mois, vous soyez perdu, là. Et la femme chez qui je suis, avec qui j'essaye de vivre, parce que j'ai essayé 3 fois, à chaque fois, 2-3 fois, je suis reparti. On s'est entendu entre nous, on s'est dit, effectivement, pareil, la même, ce que disait votre première auditrice, avec son ami, son mari, parce qu'il était marié. C'est quelqu'un qui supporte pas bien la routine. C'est vrai que la routine, c'est quelque chose de terrifiant, quoi. Encore plus dans cette situation-là, quoi. Quand il y a la passion, ça va. Dès que ça s'installe sur des jours et des jours, c'est plus pareil. La femme avec qui je suis, est seule, elle, depuis très longtemps aussi. Elle sait vivre seule, elle est complètement autonome, et justement, elle observe ça, avec un peu d'impatience, quelquefois, en se disant, mais ta famille, ça va un peu, quoi. Oui, mais c'est ça qui est compliqué, c'est que vous êtes encore très relié à votre famille, comme vous dites, à votre femme, à vos enfants, et donc c'est ce que dit Nathalie là, qui envoie un courriel en disant je vois pas très bien comment ça peut marcher avec cette nouvelle compagne vu les conditions de la rencontre. Il faut être disponible pour que ça marche, il faut qu'il y ait un certain travail de deuil de fait avec la précédente. Or là, ça peut pas être fait en 9 mois de temps, et peut-être qu'il faudrait travailler un peu sur votre désir, et c'est ce que vous souhaitez, et faire un travail un peu psychologique, un peu sur vous-même, être un peu soutenu, parce que c'est vrai que 25 ans de vie commune, c'est énorme, c'est une grande partie de sa vie. Donc on se reconstruit pas comme ça. Comment ? Oui, c'est même 30 ans de vie commune. Oui, donc on se reconstruit pas comme ça, et je crois que là vous vous êtes jeté en avant dans une histoire pour ne pas être seul. Et là, il faut peut-être envisager de voir justement d'être un peu seul avec vous-même, mais pour savoir quelles sont vos attentes aujourd'hui. Et ça serait important pour vous, pour vraiment pouvoir avancer et évoluer comme vous le désirez. Mais pour ça, il faudrait savoir quel est votre désir. Et peut-être que le fait de pouvoir en parler un peu, d'avoir quelques séances avec un thérapeute pourrait vous permettre un peu d'être soutenu, d'y voir plus clair. Parce que là, on voit que vous êtes un peu happé vers ce que vous connaissez, c'est-à-dire vers votre passé. Alors, je vous dis pas, évidemment, il s'agit pas de couper les liens, parce que avec vos enfants, ça, vous serez toujours en relation. Mais avec votre ex-femme, c'est compliqué, parce que si vous êtes toujours en ligne avec elle, vous voyez, c'est difficile de vous projeter, vous, dans votre avenir. Alors, c'est très tôt. Évidemment, quand on met 30 ans de vie commune et 9 mois de séparation, vous imaginez, il va vous falloir du temps. Voilà, il faut aussi l'accepter. Ça, Jean-Claude. Et moi, je crois que vous vous êtes lancé finalement, cette histoire vous a permis de vous lancer. De pouvoir faire le pas de la séparation. Maintenant, peut-être que d'être un peu soutenu psychologiquement, accompagné, pourrait vous aider, je pense. Réfléchissez-y, peut-être, ça peut en valoir la peine. Parce qu'on vous sent un peu perdu et un peu ayant très peur d'être seul. Alors, pour le moment, vous aidez votre père. Lui, c'est rassurant pour vous de vous avoir avec lui, mais c'est pas non plus peut-être la solution idéale pour vous à 56 ans de vous retrouver à vivre avec votre père, voyez. Voilà, c'est provisoire, donc il faut que vous pensiez à votre vie à vous, Jean-Claude. En fait, je pense que pour passer de ça à ça, en fait, il faut une période où on vit seul, je pense. C'est indispensable. Oui, je crois. Si ça fait peur, je suis d'accord avec vous. Oui. C'est indispensable. Je suis d'accord avec vous. Et vous verrez qu'on peut y trouver du plaisir. Dans quelque temps. Bonne chance en tout cas. Merci. Au revoir Jean-Claude. Une bonne soirée. Au revoir. Au revoir.
Pour laisser un message à Caroline Dublanche, c'est au 6 11 20, code nuit. 50 centimes plus coût d'un SMS. Bonsoir Evelyne. Bonsoir Caroline. Bonsoir. Voilà, je vous appelle parce que j'ai personne dans mon entourage qui peut m'aider. Oui. Et cet après-midi, j'ai pensé à vous. Oui. Donc voilà, j'ai une fille, je suis très très inquiète pour elle. Elle a 23 ans. Elle rate sa deuxième année d'école de commerce. Elle a raté la première, elle a redoublé. Elle rate son redoublement. Oui. Parce qu'elle est en fait sur un jeu en ligne. Ah, oui. Voilà. Donc la première année, elle était seule. On habite à la frontière espagnole et là, elle est partie étudier à la frontière allemande. Oui. Donc elle est sans surveillance, disons. Bon, la première année, elle est partie. Donc elle était seule dans un appartement. Donc elle jouait en grignotant, quoi. Bon, elle a raté son année. Et pour la seconde année, elle a pu partager une colocation. Oui. Alors moi, j'ai vu là la solution, en fait. Oui, en étant entourée peut-être, voilà, en sentant moins seule. Elle ne pourra plus comme ça grignoter autant. Oui. Et puis elle serait bien obligée de s'investir davantage dans les études. Ça ira mieux. Et puis en fait, elle se sent, c'est pas elle qui comprend pas les autres, c'est les autres qui la comprennent pas. Donc quand ils lui disent qu'elle passe son temps, que c'est pas normal qu'elle reste en pyjama toute la journée devant l'écran, elle leur répond que elle travaille. Parce qu'en fait c'est bizarre ces jeux, quoi. Un jour je me suis mis aux dernières vacances, j'ai eu un clash avec elle. Je lui ai dit mais c'est comme une secte en fait. Parce que elle contrôle les joueurs. C'est quoi ce jeu? Je sais pas ce que c'est ce jeu. Je sais pas comment il s'appelle. Ils construisent des cités. Ah oui, d'accord. Ils achètent du marbre. Voilà. Ils font des ports. Ouais, d'accord. Donc voilà. Donc chacun, elle est un personnage. Elle est en ligne avec d'autres joueurs. Donc avant, elle était en ligne avec d'autres joueurs. Et maintenant, c'est un peu partie du staff. J'appelle ça comme ça, moi. Elle est un peu le gendarme du jeu. D'accord. Et elle a encore pris du grade, puisque maintenant elle forme d'autres personnes à faire ce travail de premier niveau, de surveiller les joueurs qui s'insultent et... Oui, quand vous dites qu'elle a pris du grade, c'est intéressant, parce que dans ce jeu-là, elle existe, elle est valorisée. Voilà, je pense que c'est un peu ça son problème. Alors que, visiblement, dans la société, pour le moment, elle n'est pas valorisée. Voilà, je pense qu'il y a de ça quand même. Si elle échoue, voyez, dans ses études, mais alors elle échoue dans ses études parce qu'effectivement, elle passe son temps, elle travaille pas, enfin, elle va pas en cours, certainement. Et voilà, elle ne va pas en cours. Jusque-là, elle vivait avec vous, Evelyne, votre fille? Voilà, elle vivait avec moi parce qu'en fait, son père est parti quand elle avait 6 mois. Oui. Donc, on a été très unis toutes les deux. Et elle s'est séparée de vous pour faire ses études? Voilà, pour partir dans la région d'Alsace. Et quand elle était chez vous, elle ne jouait pas à ces jeux? Elle ne jouait pas. Elle avait des contacts comme ça avec les camarades sur MSN, je crois, elle appelle ça. Bon, donc c'était des relations comme ça qu'elle avait. Oui. Ce jeu, elle l'a découvert quand elle était là-bas. Ça vient combler un vide, hein. Ça vient combler un vide, mais il y a des insultes. Elle a été tracassée, elle a été vraiment menacée, comme elle était un peu sévère au niveau de ses jugements. Parce qu'ils ont... Ils attribuent des punitions aux mauvais joueurs, à ceux qui insultent, des choses comme ça, vous voyez. D'accord, oui, elle a ce rôle de gendarme, elle. C'est terrible ce jeu, hein. Oui. C'est vraiment terrible. Ce sont des jeux de rôle, en fait, C'est des jeux de rôle, voilà. Ouais. Alors à midi, on a encore eu un clash, quoi, parce que moi, elle m'avait téléphoné de Paris, à l'aéroport, en me disant, je prépare pour mes vacances, j'ai mon programme, tout est prêt pour mes révisions, parce qu'elle voulait se rattraper pour les derniers partiels. Bon, mais en fait... elle arrive ici, elle est en pyjama devant son jeu, et voilà, elle décolle pas de son jeu. Alors là, ce sont des personnes, alors j'ai entendu parler. Non, mais jeu, grignotage et tout, ça fait, est-ce qu'elle serait pas un peu déprimée, Pas quand elle est dans le jeu, mais on a l'impression que c'est-à-dire qu'elle se met hors la réalité. Elle s'enferme dans un monde virtuel. C'est-à-dire qu'on voit bien, elle bascule, c'est-à-dire qu'ils prennent plus le temps de se nourrir, de se faire à manger. Aussi. Elle se nourrit justement, elle se nourrit trop. Oui, mais elle se nourrit mal. Mal. Elle fait pas à cuisiner, elle se nourrit de trucs qui se mangent comme ça tout de suite. Je trouve les restes sur la table le matin, moi c'était effarant, hein. Mais parce que je comprends pas, vous trouvez des restes sur la table le matin, alors elle vit près de chez vous maintenant? Et là elle est en vacances scolaires là. C'est la zone Et chez vous, elle vit à côté. Enfin, elle vit chez vous actuellement. Elle est chez vous. Et elle continue, pardon, c'est pas ce que je voulais vous demander. Elle continue à jouer chez vous? Et oui, voilà, c'est ça. Et pour ça, c'est que je suis contre ça.
Parce que la dernière fois, je lui ai dit, quand elle est venue aux vacances, je lui ai dit, mais c'est une secte, ce jeu. Parce qu'en fait, elle travaille 20 heures sur 24 pour quelqu'un qui fait payer les parties, et voilà. Donc, non, je crois pas qu'il faut lui dire que c'est une secte, mais dire qu'il y a quelque chose est-ce que vous pouvez lui dire, est-ce qu'elle pourrait, posez-lui la question, est-ce qu'elle pourrait rester une journée sans jouer? Oh, une journée, non, elle peut pas rester 5 minutes. Non. Donc là, lui dire finalement, lui dire, je crains ma chérie que tu sois devenue dépendante à ça. Et c'est toujours embêtant quand on est dans la dépendance. Dire, moi, je pense que finalement, ça a été difficile pour toi. Il faudrait lui dire de te séparer, que ça a été difficile. Je sais pas comment s'est passé cette première année, que ce jeu est venu remplir un vide. Ah, peut-être. Et que ça serait bien que tu puisses parler un peu de tout ça, parce que j'ai l'impression tu as changé. J'ai du mal à te reconnaître. Tu es finalement dans ce monde-là. C'est valorisant, tu existes, mais c'est pas la réalité. Et par rapport à ce projet d'école de commerce, c'est un projet qu'elle avait elle. Ah oui, c'est elle qui l'avait, ce projet. Oui. Et dire. Elle a fait 2 ans de prépa à Tarbes. Ouais. Et ensuite, elle est partie sur Strasbourg, et voilà. Et lui rappeler, c'est-à-dire, tu te souviens, quand tu faisais la prépa, enfin, tu avais à cœur, lui rappeler le projet qu'elle avait. Et dire, tu es en train de t'éloigner complètement du projet, parce que le jeu, ça te permettra pas d'être dans la réalité. Tu es complètement en dehors de la réalité. Ce que je lui ai dit tout à l'heure, à midi, là, on s'est disputé, je lui ai dit. Mais il faudrait pas essayer de se disputer, il faudrait essayer d'en parler calmement et de dire qu'il faudrait qu'elle se fasse aider. Elle m'a dit que je lui poussais la vie, quoi, quand Non, mais parce que il faudrait pas, si vous voulez, qu'elle ait le sentiment d'être jugée et que vous vouliez lui interdire. D'accord. Voyez, c'est-à-dire, n'essayez pas de dire, moi, je vais t'interdire. Dire, il y a quelque chose qui est actuellement plus fort que toi, où tu es dans une dépendance. Il y en a, voilà, c'est quand on n'est pas toujours très bien et que ça remplit un vide à l'intérieur de soi. Et dire peut-être que finalement, ça serait bien que tu puisses voir quelqu'un pour en parler de tout ça, parce que tu es peut-être assez déprimé. Et ça serait peut-être bien que tu puisses en parler. Ou en tout cas, peut-être pas que vous prononciez le terme déprimé, mais dire, ça serait peut-être bien que tu puisses parler de tout ça. Elle a pas un bon médecin traitant? Elle a un bon médecin traitant, oui, effectivement, mais en qui elle a confiance, qui lui demande de moins manger, qui veut la mettre au régime, alors donc elle. Non, mais c'est pas ça. C'est pas ça. Il faudrait que derrière tout ça, à mon avis, je pense qu'il y a quelque chose d'un peu dépressif. Ah oui. C'est difficile, mais ça peut évoquer quelque chose de cet ordre-là. Je le mets avec beaucoup de parenthèses, parce que, vous voyez. Oui, mais c'est pas la mettre au régime, c'est à côté ça la mettre au régime. Elle grignote parce qu'elle est dans ce jeu, parce que voilà, ça traduit un ennui. Vous voyez, je reçois un message du subversif qui dit ses premiers pas hors du nid ont déclenché une angoisse que la demoiselle s'est mise à combler par le jeu. Engendrant un cercle d'une perversité à prendre au sérieux. Pourtant, elle avait l'air très sûre d'elle quand elle est partie. Oui, mais c'est souvent difficile pour certains jeunes. Si vous étiez dans une relation comme ça très proche, assez fusionnelle, où en plus elle avait que vous, entre guillemets, il n'y avait pas son père, donc que vous, cette séparation a pu engendrer des angoisses et finalement, dans ce jeu, de nouveau, elle recrée une fusion. Cette fusion qu'elle pouvait avoir avec vous. Ah bon? Donc peut-être qu'il faudrait essayer de dire, il y a quelque chose que d'une dépendance, et c'est embêtant parce que tu passes à côté de la vraie vie là, et tu passes à côté de tes études et tout ça, et de ce projet qui te tient à cœur. Et ça c'est dommage parce que tu es en train un peu de te gâcher, toi, de t'enfermer. Voyez, mais surtout pas en étant culpabilisante et pas en disant je te demande d'arrêter d'interdire, en reconnaissant qu'il y a quelque chose qui est plus fort qu'elle et qu'il faudrait qu'elle se fasse aider. Et si elle dit mais comment, par un médecin, peut-être par un psychologue, que tu puisses être aidée. Parce que dire moi je peux pas là, je me sens démunie. Oui, mais surtout pas la juger, surtout pas la juger. Voyez, si vous pouvez. Et rappelez-moi, parce qu'on arrive en fin d'émission et j'aurais bien aimé parler plus longtemps avec vous, mais peut-être pour me donner de ces nouvelles, voir comment ça évolue dans quelques temps. Demain, elle rentre des choses à mon amie, je vais parler avec elle et je vous rappellerai après ça. D'accord, avec plaisir. Je vous remercie beaucoup. Au revoir, Evelyne. Merci beaucoup, Caroline. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir. Europe 1, Caroline Dublanche. Très belle nuit à vous, faites de jolis rêves. Il est maintenant 1h, vous écoutez Europe 1. Retrouvez toute Europe 1 sur europe1.fr.